Bon matin, bonjour tout le monde. Bon matin et puis bon après-midi, parce que j'ai bien compris qu'il y avait des gens en Europe et en Belgique notamment. Donc bonjour tout le monde. Merci à Creative Morning, merci Lorena pour et l'invitation et le petit briefing qu'on a fait au cours de l'été sur comment j'allais parler de tout ça, parce qu'effectivement, comme Lorena le mentionnait, je suis entrepreneur. Ça fait 15 ans que j'ai ma compagnie Novae en innovation sociale. Et ça fait 15 ans qu'effectivement, quand je prends la parole, c'est surtout pour parler de Novae et d'innovation sociale. Et ce matin, ça va être un peu autre chose. Donc, pour la plupart, pour ceux peut-être qui me connaissent, bien, effectivement, c'est sous cette étiquette-là qu'on me connaît, le gars qui a créé Novae, celui qui organise et qui anime des événements en innovation sociale, celui qui parle dans les conférences ou à la radio autour de ces sujets-là. Évidemment, ça, c'est une grande partie de moi, mais on a tous plusieurs facettes dans notre identité. On a des facettes qui sont très visibles et puis on a des facettes qui sont moins visibles, qui sont peut-être aussi moins assumées. Et pour moi, effectivement, le thème de ce mois-ci, Release, ça vient poser cette question, quelle partie de nous on cache, peut-être un peu trop, qu'est-ce qu'on n'ose pas rendre visible, peut-être par certaines croyances personnelles, par manque de confiance, peut-être vis-à-vis d'attentes qu'on a de nous-mêmes ou qu'on croit que les autres ont à notre égard. Bref, quelle partie mérite d'être un peu plus mise en lumière et assumée. Et moi, en ce qui me concerne, c'est la partie beaucoup plus artistique, c'est mon identité artistique. Le déclencheur, comme Lorena l'a mentionné, c'est déclencheur ou plutôt l'accélérateur, ça a été la pandémie, ça a été les confinements qu'on a eu depuis plus d'un an et demi maintenant, avec cet enfermement à la fois physique et social. Ça a suscité en moi cette nécessité de créer, certes, mais aussi de rendre beaucoup plus publique ma création. Et quand je parle de création ici, ça va être beaucoup de l'écriture et de la photographie. La première image que vous voyez, c'est une de mes photos, je vais en parler un peu plus tard. Donc, c'est deux activités que je mène complètement en parallèle. Et pour moi, la création, c'est à la fois, ça a été de vaincre l'état mortifère dans lequel on était soudainement plongé en mars 2020. Et puis l'aspect de diffusion, cette envie de diffuser davantage, c'était probablement parce que j'avais envie de créer, de tisser du lien et d'entrer en communication avec tous les gens auxquels on n'avait plus du tout accès. Et bref, donc c'est pendant le confinement que j'ai commencé vraiment à mettre l'écriture et la photo dans mon quotidien, finalement, probablement pour me sentir un peu plus vivant, alors que nos vies, elles, étaient coincées. Pour vous donner une petite idée, je vais vous montrer quelques photos après, mais je vais commencer par un texte. Donc ça fait longtemps que j'écris, mais là, j'ai écrit un premier texte que je vous propose de lire. Je l'ai écrit début mi-mars, donc on venait de rentrer dans le confinement. On était vraiment en plein choc. C'est un court texte que je vous lis tout de suite. Ça s'intitule « Matin ». Un de ces matins sans nom, huis clos dans la cuisine, tête à tête avec le frigo, le toaster en angle, le reflet de mon visage dans la bouilloire. Les jours s'entassent et s'agglutinent. Je colle mon front contre la vitre, soleil froid. Je suis un Robinson en pyjama, perdu dans ma ville déserte. De l'autre bord de la ruelle, de brèves silhouettes aux fenêtres. Toi aussi, tu es là, quelque part, parmi toutes ces vies barricadées. Que fais-tu? La bouilloire siffle. La toast bondit. Je m'assieds face à la fenêtre, face à mes voisins. Je ne sais rien d'eux. À peine la couleur de leur auto, c'est dire. Pourtant maintenant, ils accompagnent mon petit déjeuner. En face, une vieille dame regarde par ici. Je lève ma tasse fumante. Elle me répond de la main, comme si nous nous connaissions. Comme si, dans cette odeur de pain grillé, elle et moi étions de vieux amis, prêts à toutes les confidences, prêts à nous poser 1000 questions. Derrière ma fenêtre, je lui dis des mots apaisants. Je lui dis que tout ira bien. Je lui dis qu'elle n'est pas toute seule. De la buée brouille la vitre. Ma voix résonne dans la cuisine. « Madame, m'entendez-vous » Il me semble qu'elle me regarde, que ses lèvres dessinent un sourire. Le soleil bouscule un peu les nuages. Je prononce encore quelques mots, juste pour sentir le cœur du monde battre. Vous tous, derrière vos fenêtres, m'entendez-vous? Donc ça, c'était un des premiers textes que j'ai écrits au début du confinement. J'en ai écrit peut-être une trentaine de ces textes qu'on peut dire que c'est de la prose poétique peut-être. Et après, j'ai écrit aussi des textes plus longs, des mini-nouvelles un peu plus trash, où j'allais certainement explorer des choses un peu plus sombres.
J'ai commencé à publier ces textes-là sur mon Facebook, et puis après, je me suis créé une page dans mes carnets sur Facebook aussi. Puis après ça, avec 3 amis, on a créé un collectif à la fois d'écriture et d'enregistrement. Donc, on s'est mis à enregistrer. Donc, j'ai enregistré certains de ces textes-là en version donc, audio, en version podcast, si on peut dire. Donc, avec le collectif Mitimacha que j'ai co-créé au printemps 2020. Il y a Marie qui est de Mitimacha qui est là, je crois, ce matin. Et vous pouvez retrouver tous ces textes, donc les miens et ceux de mes 3 amis, sur Spotify. Si vous tapez Mitimacha dans Spotify, il y a une dizaine d'épisodes, donc une quarantaine de textes que vous pouvez réécouter. Donc ça, c'est une partie de l'écriture. Et puis, le 10 juillet 2020, j'ai commencé à prendre des photos et à me lancer dans un projet d'une photo par jour. Ça, c'est à Kamouraska. Je venais de partir en vacances. L'idée, là, c'était, on était coincés dans notre quotidien, et pour moi, j'ai essayé de me trouver finalement, à travers cette photo du jour, d'aller chercher un moment de liberté, d'aller chercher un moment de créativité, de rêverie, donc de défoncer un peu ce côté complètement coincé dans lequel on était complètement plongé. Donc, de chaque jour, aller trouver une image, trouver quelque chose qui me plaisait. C'est comme si l'humain que j'étais, qui était complètement coincé, mais l'artiste, lui, pouvait se libérer. Il y avait vraiment quelque chose comme 2 personnalités. Il y avait quelqu'un qui était coincé, puis l'autre qui pouvait en faire quelque chose, ou en tout cas qui pouvait m'aider à survivre dans cette situation. Donc ça, c'était la première photo que j'ai prise dans Kamouraska. Et puis ça, c'est la dernière, 365 jours plus tard. Donc j'ai prise le 9 juillet dernier. C'est évidemment des gens que je ne connais pas, ce n'est pas des gens qui posent, c'est de la photo de rue, donc c'est des gens que j'ai captés sur le vif. Et donc, le point commun, en tout cas au début de tout ça, c'est que la photo et l'écriture, ça m'a permis de me libérer, de sortir de la réalité. Et puis, je vais vous en parler dans quelques minutes, ça a amené à d'autres choses aussi, parce que tranquillement, et l'écriture et la photo, conjointement, m'ont amené à développer un projet dont je vais vous parler dans quelques instants. Je vous le disais, l'origine, ça a été la pandémie et puis les confinements successifs. Mais en fait, c'est ça, j'ai toujours écrit et j'ai toujours fait de la photo. Je viens de passer 5 années à écrire un premier roman qui sera publié dans quelques semaines. Et depuis que je suis ado, je fais de la photographie, beaucoup en noir et blanc, beaucoup de la photo de rue. Quand j'étais adolescent, je prenais l'appareil photo de mon père et puis j'ai commencé la photo. Donc ça a toujours fait partie de moi. Mais par contre, ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est que ça m'a poussé un peu dans mes retranchements. À court terme, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est qu'il y avait ce besoin d'être en contact avec les autres à travers l'émotion, à travers la sensation. Donc, il y avait quelque chose qui était complètement restreint, nos vies étaient restreintes, donc il y avait quand même une réaction de survie. Pour moi, la création, là, c'était une façon de me désenfermer, de sortir de chez moi, notamment par la photo, mais sortir aussi de ma réalité par l'écriture. Donc, il y avait vraiment ce prolongement de qui je suis, c'est-à-dire ce besoin de rêver, ce besoin d'imaginer, ce besoin de respirer à travers tout ça. Et donc, il y avait vraiment quelque chose de l'ordre de la survie. Donc ça, c'est à très court terme, pour moi, ça a été ça la réaction. Mais par la suite, en fait, ce dont je me suis rendu compte au fil des mois, ça m'a obligé aussi à assumer ce que je dois faire artistiquement. C'est comme si le fait que le quotidien était coupé, qu'il n'y avait plus ce divertissement, il n'y avait plus cette espèce de brouhaha permanent qu'on vit dans notre quotidien, tout ça était coupé et ça m'a confronté finalement à regarder qui je suis, qui je veux être. Probablement que ça m'a obligé effectivement à ne plus me mentir. Après tout, finalement, pourquoi on est ici, pourquoi on vit, si ce n'est pas pour aller au plus proche de ce qu'on est au fond de nous. Et ça, je trouve que c'est extrêmement difficile de savoir qui on veut être exactement, qui on est exactement. C'est très, en tout cas pour moi, je trouve que c'est difficile de le savoir, c'est difficile de le voir. Et le confinement, j'ai vécu ça peut-être un peu comme une espèce de méga séance de méditation, et comme quelque chose qui se posait. Il y avait comme une espèce de silence imposé et qui nous laissait un peu face à nous-mêmes, avec toute la difficulté que ça peut représenter. Mais pour moi, il y avait quelque chose quand même, une espèce d'électrochoc qui était pas que douloureux, ben oui, ça l'était un peu, mais ça n'était pas que ça. Donc, ça a été un peu une obligation finalement de me retrouver face à moi-même. Et l'écriture, c'est un exercice qui est difficile, c'est un exercice qui nous met face à nous-mêmes. J'aime beaucoup cette citation, je ne sais plus de qui elle est malheureusement, mais c'est un écrivain, c'est sûr, que j'ai entendu en entrevue, mais j'adore la citation. Le livre est déjà en nous, il faut juste aller le chercher. Autrement dit, c'est que souvent, en écriture, on n'invente rien. Finalement, on va chercher des choses qui sont en nous. Et par contre, c'est difficile, il faut creuser, creuser, creuser. Je vous ai dit, j'ai passé 5 ans à écrire un premier roman. Donc, j'ai
expérimenter cette expérience d'aller creuser, d'aller chercher. J'ai découvert que écrire longtemps sur une même chose, un roman, sur une même histoire, donc sur des années et des années, c'est un peu comme avancer dans une jungle. On ne sait pas nécessairement ce qu'on va écrire, on ne sait pas nécessairement ce qu'on va trouver en écrivant, mais en le faisant, il se passe quelque chose, ou en tout cas on découvre quelque chose, probablement ce qu'il y a en nous, mais ce qu'on est en train d'écrire, ce qu'on est en train de mettre au monde finalement. J'ai réalisé que oui, la tête décide, parce que c'est la tête qui me dit oui, je vais aller m'asseoir devant mon écran, puis je vais passer 2 heures là à écrire, ou je vais m'enfermer pour écrire. Mais ça, c'est juste le déclencheur, c'est le moteur, mais après, c'est plus la tête qui décide, il faut aller quelque part d'autre dans le corps, il faut aller dans le ventre, il faut aller dans les tripes, il faut aller je ne sais pas où, il faut aller chercher quelque chose qui est en nous, des choses peut-être qu'on aime peut-être moins, des choses comme de la violence, des frustrations, des désirs. Donc l'écriture ne passe plus tant par la tête que par le corps. Une autre chose que l'auteur Javier Cercas qui a dit, que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, il parlait des obsessions, de l'obsession de l'écrivain. J'adore cette idée-là. Quelle est notre obsession et finalement de quoi on parle, qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on met au monde à travers l'art et la création, qu'est-ce qui nous est viscéral. Il y a quelque chose de l'obsession, je trouve cette idée très intéressante. À l'inverse, la photo, il y a quelque chose qui à la fois m'oblige moi à sortir. C'est ça, c'était un projet où pendant 1 an, il fallait que j'aille chercher une photo par jour. Tous les jours, je la postais sur Instagram. Tous les jours, je m'obligeais d'une certaine façon à me trouver une photo qu'il fallait que j'aille chercher dans la rue, que je trouvais assez belle, assez esthétique pour la poster. Des fois, c'était un flop, mais tous les jours, j'ai posté une photo. Et donc, il y a en commun avec l'écriture, c'est ce côté... c'est l'endurance. Comme l'écriture, il a fallu que j'aille au-delà de mes limites, il a fallu que j'aille au-delà de mes envies nombreuses et récurrentes d'abandonner. Donc, il fallait que je persévère, quitte à avoir mal. Et je reviens un peu avec ce parallèle avec la méditation. Il y a comme quelque chose qui est à la fois souffrant, mais qui nous amène ailleurs, quelque part probablement qu'on ne sait pas ce que c'est que ce ailleurs. Et donc, à travers la photo, bien, je précise, tout ça, c'est pris au iPhone aussi, donc avec très peu de pression, dans le sens, c'est un matériel très simple que j'ai toujours dans la poche. Donc, je pouvais prendre ces photos un peu n'importe quand. Il y a des moments où j'allais vraiment la chercher. Je sortais de chez moi expressément pour aller chercher cette photo. Et puis, des fois, c'était un peu dans ma vie plus quotidienne, mais vu que le confinement, on n'avait pas beaucoup de vie quotidienne, donc il fallait que j'aille sortir souvent pour ça. Et donc, d'aller chercher la lumière, l'angle, la situation, le personnage. Vous voyez que c'est de la photo noir et blanc, donc se concentrer sur la composition, sur une espèce de situation peut-être un peu en dehors du temps. On ne sait pas nécessairement quand a été prise cette photo avec ce vélo-là. On pourrait croire que c'est dans les années 60. J'aime ce côté sorti de nulle part. J'aime ce côté aussi où finalement la photo, c'est la photo de rue. En tout cas, il y a quelque chose où on rend visible l'invisible. Ce gars-là, il y a sûrement des dizaines de personnes qui l'ont vu passer à vélo. Mais il y a quelque chose qui me plaisait de me dire que moi, je le vois dans cette situation et je le fiche dans cette situation. Donc, de rendre visible l'invisible. Et puis, évidemment, comme l'écriture, c'est de rendre quelque chose d'unique. Hein. C'est quelque chose à la fois où on touche à la fois à l'universel et quelque chose de très, très personnel. Et dans les 2 cas, tant l'écriture que la photographie, il faut aller dans la solitude. Il y a quelque chose qui est à la fois très douloureux et nécessaire. Alors, la solitude, moi, je suis un solitaire, ça tombe bien, et puis je vis en partie seul. J'ai ma fille à mi-temps avec moi, mais donc il y a beaucoup de temps que je peux passer seul. Mais évidemment, pendant le confinement, cette solitude elle nous a été imposée. En tout cas, elle a eu tout un autre poids. Mais pour moi, la création, ça a été l'occasion d'aller dans ces profondeurs de solitude, d'aller dans cet inconfort que nous impose la solitude. Comme je le disais tout à l'heure, d'aller vraiment au-delà de soi, d'aller au-delà de ce qu'on connaît, de ce qu'on maîtrise dans notre quotidien, dans notre environnement, dans nos relations sociales, etc. Il y a quelque chose on sort du terrain connu, quitte à aller dans des zones de souffrance aussi, d'aller un peu comme dans la méditation, un peu comme dans la marche, la randonnée. Je fais beaucoup de randonnée aussi, puis plus tu marches, plus tu souffres. Et l'écriture aussi. Donc, la méditation, la marche, la photo, l'écriture, tout ça, on est dans cette espèce de temps long où il faut laisser le temps persévérer, continuer, et qui nous amène nécessairement à un endroit qu'on ne connaît pas, et probablement peut-être un peu plus proche de soi-même. Je ne sais pas toujours départager
quelle est la part subie de cette solitude, quelle est la part qui m'est nécessaire. Il y a une forme de dualité dans ce rapport à la solitude. La frontière entre ce que j'aime et ce que je n'aime pas, elle n'est pas toujours claire. Mais pour autant, cet été, je me suis loué un chalet dans les Laurentides. J'y étais en bonne partie tout seul. J'ai fait beaucoup de plein air, mais j'ai aussi fait beaucoup d'écriture. Il y a quelque chose donc, qui m'est manifestement nécessaire. Puis à force de vivre ces moments-là, je me dis, c'est ça, la solitude permet de s'emplir de soi. Il y a quelque chose qui, et je reviens un peu avec ces histoires de confinement, où le fait de ne plus être en lien avec les autres, ou d'être nettement moins en lien avec les autres, ça nous a obligés à être beaucoup plus en lien avec nous-mêmes et de s'emplir de soi plutôt que de s'emplir de plein d'autres choses. Encore une fois, c'est un peu un parallèle avec la méditation, mais je trouve qu'il y a beaucoup de ça. Et je vous le disais, et la photo et l'écriture, au final, m'ont amené à développer un autre projet. Et je suis en train, effectivement, depuis quelques mois, depuis cet hiver, d'écrire un autre texte un peu plus long, qui serait peut-être un futur second roman, je ne sais pas encore. Mais donc un texte qui lie photo et écriture, c'est évidemment issu de mes 365 photos prises pendant un an, où je développe un récit autour d'un personnage qui est un photographe, qui utilise la photo pour créer du lien, pour peut-être aussi avoir un certain contrôle sur ce qui se passe autour de lui, en tout cas avoir une vision un peu démiurge de la vie, d'avoir un peu cette impression d'être un peu un dieu, de contrôler les choses. Mais ce personnage, à force de photographier tout le temps, je reviens sur cette obsession, et donc lui, il a cette obsession de la photo, c'est que cette activité finit par distorsionner sa vision de la vie et de la réalité. Finalement, il se met à ne faire que à photographier les situations plutôt que de vivre les situations. Ce personnage-là, il voit de l'art partout. Et c'est ce que moi-même j'ai expérimenté à force de prendre une photo tous les jours, principalement dans mon quartier, parce qu'encore une fois, confinement oblige, j'étais pogné autour de chez moi, et ça m'a obligé à sortir encore et encore autour de chez moi, de recroiser les mêmes coins de rue, les mêmes dépanneurs, les mêmes ruelles, mais d'aller encore et encore observer, trouver ma photo du jour. Il y avait quelque chose d'aliénant et quelque chose d'obsessionnel, et donc j'ai vécu ce côté où, à force, je vois des scènes de rue partout, en permanence. Il y a une espèce de déformation professionnelle. Je sors et quand je vais me promener, je vois des photos partout, je vois des occasions de photos absolument partout. Et donc, dans ce texte sur lequel je travaille depuis quelques mois, c'est évidemment de la fiction, je pars un peu de mon expérience, mais ça demeure après de la fiction. J'extrapole et je vais explorer comment ce personnage, lui, devient peut-être asocial et peut-être ultimement incapable de vivre. Et ça m'amène après donc, à un questionnement, une sorte de dilemme, où ces deux pratiques artistiques de l'écriture et la photo sont, comme je disais, des activités de profonde solitude. Quand j'écris, je suis coupé du monde, je ne suis pas en interaction avec les gens. Quand je photographie, j'observe une scène, je ne suis pas dans la scène. Et ça m'amène un peu à la question, est-ce que l'art, finalement, non, c'est ça, est-ce que l'art peut à la fois nous rapprocher des autres, mais peut-être en même temps risque de nous couper des autres, de nous éloigner des autres? Est-ce qu'en se rapprochant de soi, ça peut se faire au risque de s'éloigner des autres? Je pense que là, on arrive à un moment où on peut discuter, je crois, Lorena, que je le sais depuis l'adolescence, mais que là, il y a eu quelque chose qui a déclenché le fait que je pouvais accepter ça, que j'osais aller vers cette partie-là de moi, finalement, de lui donner la place qu'elle mérite. Ça a été aussi la façon d'expérimenter une façon de vaincre le syndrome de l'imposteur qu'on a peut-être tous un petit peu et un peu trop probablement quand on se met à créer quelque chose. On se dit, ben non, c'est pas tout à fait nous pour telle et telle raison. On n'a pas fait telle étude, ou on n'est pas assez bon, etc., etc. Donc, je suis allé chercher à vaincre ce syndrome de l'imposteur simplement en faisant. Je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a mentionné tout à l'heure, en faisant. J'ai fait, j'ai écrit, j'ai photographié, puis peu importe si c'était bon, pas bon, juste un iPhone versus un appareil dernier cri, peu importe, je fais, puis point, et puis on verra ce que ça donne. Et puis finalement, ça donne des événements comme ce matin, merci. Mais effectivement, avec l'idée d'être publié ou pas, il y a quelqu'un qui mentionnait dans la discussion que j'ai eue tout à l'heure, c'est effectivement quand on poste sur Instagram, après on rentre un peu dans cette espèce de spin de est-ce qu'on a des likes et tout ça. Puis oui, j'ai un peu ressenti ça, de dire est-ce que ma photo, elle a des likes ce matin, alors, elle en a moins qu'hier.
Puis vite, je me dis, non, non, moi je poste ma photo, je me fais plaisir en allant prendre cette photo, puis je la mets. Et puis après, est-ce qu'il y a 10 personnes qui l'aiment ou 50 personnes, ça ne change rien. En tout cas, c'est un travail en fait. C'est pas vrai que ça s'est fait comme ça du jour au lendemain, mais c'est un travail de dire, je le fais parce que je veux juste le faire, point. Et puis, bah, c'est effectivement prendre le risque. Pour moi, c'est ça, c'est prendre le risque d'être de plus être dans une zone de confort, d'aller vraiment dans de l'inconfort. Et puis, ça a été mentionné dès le début. Moi, ça fait 15 ans que je ne parle que de mes activités professionnelles d'innovation sociale. Et pour moi, de venir parler ce matin de ça, ça ne me rendait pas du tout confortable, même si j'ai l'habitude de parler, mais ce n'est pas de ça dont je parle d'habitude. Donc, il y a vraiment quelque chose, c'est intéressant d'aller dans cet inconfort-là, quitte peut-être même à aller dans de l'incompréhension, parce qu'en tout cas, moi, au tout début, il y avait un a priori que les gens n'allaient pas comprendre pourquoi je faisais ça ou pourquoi j'allais dans cette direction-là, alors que ce n'était pas mon identité visible que je mentionnais dès le début. C'est, ben non, il y a une autre partie qui est moins visible, mais c'est quand même ça qu'il faut que je veux montrer. Donc, il y a peut-être ce risque un peu à ce que les autres ne comprennent pas nécessairement pourquoi on va là. Et donc, bref, pour conclure, Release, pour moi, c'était de donner vie, ou en tout cas de me rapprocher de l'entièreté de mon identité. Et c'est sur ça que je veux vous laisser. C'est une bonne question. Ouais, j'ai fait ça pendant un an, effectivement, parce que je croyais qu'il fallait se donner un cadre. J'ai adoré vivre cette expérience-là, que tous les jours, je sortais de chez moi. Il fallait que je m'imposais d'aller trouver cette photo-là. Mais tous les matins, je me levais avec ce petit stress, parce que j'avais quand même d'abord toute ma to-do professionnelle, de la vie normale, de ma fille, etc. Mais il y avait aussi en trame, ouais, mais il va falloir que je trouve un moment là-dedans pour aller trouver ma photo. Et puis, il ne s'agit pas juste de sortir 15 minutes, parce que si en 15 minutes, je n'ai pas cette photo, il faut que je ressorte un autre 15 minutes. Et puis, ça m'est arrivé de sortir 3 fois, puis tard le soir, puis il faisait pas beau, puis il neigeait, puis il fait froid. Il fallait que j'aille chercher cette photo-là. Donc, il y avait quand même, je me mettais de la pression pour aller trouver cette photo, puis être capable de la publier avant d'aller me coucher. Donc, c'est à la fois tripant, mais à la fois une espèce de pression. Donc, un mois, au bout du 11e mois, à un moment, j'étais écœuré pour plein d'autres choses, puis j'ai voulu arrêter. Puis c'est même ma fille qui m'a dit, mais non, papa, continue, tu t'es dit que tu allais le faire pendant un an, vas-y. Donc, je suis ressorti après souper et chercher ma photo. Donc, il y avait aussi quelque chose au bout d'un an il y avait un soulagement d'arrêter aussi, parce que je parlais de souffrance, il y avait un peu quelque chose un peu de souffrant malgré tout. Mais par contre, ça m'a remis à la photo, parce que je continue, mais pas tous les jours. Mais j'ai redécouvert le plaisir de prendre de la photo comme je le faisais quand j'avais 20 ans. Et donc, ça m'a au moins restimulé là-dedans, mais en mettant un peu moins de pression. Donc, non, je ne regrette pas d'avoir arrêté le 365 jours. Marie, je vous présente, vous faites partie de Mitimacha, au collectif d'écriture. Merci Marie. Je pense que ça a grandement ouvert les vannes, ça c'est sûr, parce que pour deux raisons en fait. Un, de le mettre dans le quotidien, il y a quelque chose comme n'importe quel exercice ou n'importe quelle pratique, de le faire régulièrement. Le muscle est plus fort, donc on peut y retourner plus facilement. Puis deux, le fait de l'assumer, puis genre des discussions comme on a ce matin, pour moi, c'est des gros pas en avant, parce que le fait de le dire, d'en parler, il y a quelque chose de vivant, il y a quelque chose qui n'est pas juste pris en moi, j'ai envie de créer, il y a quelque chose de communiquer, de dit. Donc, je suis sûr que parmi vous, il y a des gens, on va se rejoindre sur LinkedIn dans les prochains jours. Et, je sais pas, bref, il y a quelque chose de très vivant. Et donc, pour moi, ça contribue à ce que les vannes restent ouvertes, parce que c'est un canal qui demeure ouvert. Il existe. Pendant des années, je l'ai mis de côté, mais là, je l'ai mis pour qu'il soit ouvert et qu'il soit permanent. Après, ce qui ne veut pas dire que la créativité, elle marche tout le temps, puis que ce que j'écris est fabuleux chaque matin, loin de là. Mais par contre, l'exercice de l'écriture, l'exercice de la photo, lui, est là tout le temps. Et ça, c'est-à-dire que les vannes demeurent ouvertes. Ouais. Oui, bonjour, Michael. Moi, c'est en lien avec une phrase que tu mentionnais, le confinement m'a poussé à ne plus me mentir. Est-ce que tu étais mûr pour justement t'ouvrir à autre chose, ou c'est vraiment la pandémie qui t'a forcé à prendre du recul? Je pense les deux. Mais ça faisait 2 ans, que j'avais réduit ma façon de travailler, ma vie professionnelle. Je l'avais réorganisée pour me garder mes vendredis créatifs. Donc, il y avait déjà quelque chose où j'avais envie d'articuler ma vie un peu différemment, ou en tout cas que cette partie-là soit un peu plus présente. C'était peut-être pas aussi conscient ou aussi fort, mais
j'avais quand même été dans cette direction-là déjà il y a 2 ans. Donc oui, pour répondre à ta question, je pense que j'étais mûr et que le confinement est venu mettre un peu le kick là pour qu'il se passe vraiment de quoi. Parce que tout d'un coup, il y avait beaucoup plus de temps libre et que soit je devenais fou, soit je me disais, bah, je vais investir ce temps-là dans ce que j'avais vraiment envie, que j'avais un peu décidé, un peu en arrière. Là, c'était l'occasion incroyable. Donc, je dirais que c'est un peu les deux. Je vous ai dit que j'avais écrit un livre, ça m'a pris 5 ans, puis c'était extrêmement laborieux. Mais bon, je suis arrivé au bout, puis finalement, il a publié, donc tant mieux. Mais quand je suis sorti de ce processus-là, je me dis, parce que j'avais envie d'en écrire d'autres, et bref, j'ai envie d'écrire beaucoup. Et quand je suis sorti de ce processus-là, je me dis, non, je recommencerai pas de cette façon-là aussi décousue, je vais me structurer, etc. Puis finalement, ça fait 6 mois que j'écris donc, sur cette histoire de photographe, et j'écris de façon très décousue, et absolument pas organisée. Donc, j'ai pas réussi à maintenir certaines lignes pour écrire. Mais parallèlement à ça, il y a eu 2 choses, enfin plusieurs choses. Pendant les premiers mois d'écriture, on m'avait mis entre les mains l'idée d'écrire 3 pages par jour, le fameux livre de, je sais plus comment ça s'appelle, Man Cameron, c'est son prénom, Libérer sa créativité, donc c'est un exercice de 3 pages par jour. J'ai fait ça pendant 8-9 mois, et il y a quand même quelque chose de très intéressant, mais je l'ai pas maintenu aujourd'hui. Puis l'autre chose surtout, je vous parlais de Multimacha, donc ce collectif, on est 4 à s'être regroupés dès le début du confinement, c'est des gens avec qui je fais du théâtre d'habitude, il n'y a plus de théâtre en ce moment, et on s'est mis à se retrouver une fois par semaine, et c'est le seul Zoom régulier que j'ai maintenu en 1 an et demi. Et là, ça a maintenu une forme de rythme, c'est de ne plus être seul, et on se lit tous les dimanches, on se dit ce qu'on a écrit dans la semaine, ça peut être un peu tout et n'importe quoi, et des fois c'est quelque chose de structuré. Moi, ça faisait plusieurs semaines, plusieurs mois, puis finalement les textes étaient autour de cette histoire de photographe. Donc ça, effectivement, ça va structurer quand même quelque chose, parce que tous les dimanches on se dit ce qu'on a écrit pendant la semaine, puis on se commente, etc. Donc quelque chose d'extrêmement outillant et structurant pour une discipline qu'on n'arrive peut-être pas à avoir soi-même, avec quelque chose dans le groupe qui est extrêmement précieux, parce que on a ce rituel, on a ce rendez-vous qu'on se donne chaque semaine, et puis en plus on a déjà l'input de savoir est-ce que c'est bon, ça, je comprends pas, etc. Donc ça permet vraiment d'avancer. Donc pour moi, c'est le seul rituel réel que j'ai réussi à avoir dans ma vie d'écriture, et le reste, je le fais un peu n'importe quoi. Moi, mon rêve, c'était d'écrire et c'était d'être publié. Donc, quand je suis arrivé à la fin de ce long et douloureux processus d'écriture de ce premier roman, je me suis dit, je suis allé au bout de ce que je suis capable de faire. Après l'édition, ça ne dépendra plus de moi. Donc, j'avais fait un peu c'est très confrontant d'envoyer notre création et de se faire dire non. Donc, quand j'ai décidé de me dire, j'ai terminé mon manuscrit et je l'envoie à des maisons d'édition, j'avais fait un gros travail sur moi en me disant, il est fort possible que personne dise oui. Mais donc, moi, je suis en paix, je suis allé au bout de cette écriture-là, il faut que je reste satisfait de ça. Et puis après, c'est bon, c'est pas bon, quelqu'un voudra ou voudra pas, ça ne dépend plus de moi. Donc, j'avais fait quand même un gros travail pour ne pas m'effondrer si on me disait non tout le temps. Par chance, c'est quelqu'un qui m'a dit oui. Donc, j'ai envoyé à plein de maisons d'édition, principalement ici au Québec, mais je suis français d'origine, j'ai envoyé à quelques maisons d'édition en France aussi. Et donc, finalement, voilà, il y a quelqu'un qui a dit oui, ça m'intéresse en début d'année. Je ne sais plus c'était quoi la suite de ta question, mais en gros, après, c'est le hasard, j'ai envie de dire, ou en tout cas, j'avais envisagé, si l'autre partie de ta question, c'était l'auto-édition, moi, je m'étais dit, si au bout de X mois, je n'ai aucune réponse positive, je vais en auto-édition, parce que j'avais envie que ce livre existe, puis quand bien même, j'en aurais publié 100 copies, mais au moins, il aurait existé, puis au moins, ce dossier était clos. Donc, j'étais aussi en paix avec ça, de me dire, j'aurais fait le maximum que ce que je peux faire, et puis le pire ou le scénario qui m'intéressait le moins, c'était l'auto-édition, mais j'y serais allé pour qu'au moins ça existe. Je n'ai pas eu à aller là, heureusement. Donc voilà, donc là, on est en ce moment dans le travail d'édition avec l'éditrice pour finaliser le manuscrit, donc pour que ça sorte cet automne.